Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Bonjour à tous, moi je suis super contente de vous retrouver pour ce podcast d'aventure humaine avec une nouvelle invitée. Ingrid, ça faisait très longtemps que je voulais cette interview et vous allez comprendre pourquoi ça a mis un petit peu plus de temps parce que Ingrid a une vie incroyable. Ingrid, est-ce que juste avant de commencer, pour qu'on comprenne vraiment qui tu es et ce que tu fais, est-ce que tu accepterais de te prêter à un petit jeu ? Bah oui, bien sûr. Ok. Tu es donc prête ? Oui, je suis prête. Alors, vous ne le voyez pas parce que là, il n'y a pas de vidéo, mais elle me regarde avec un énorme regard inquisiteur, avec beaucoup de doutes en me disant mais qu'est-ce qu'elle me prépare ? Tout va très bien se passer. Donc, vous l'avez entendu, donc Ingrid est prête. Il n'y a pas besoin de réflexion. C'est vraiment, tu réponds avec ton cœur et avec ta spontanéité que je connais. Et tout va très bien se passer. J'ai le droit à un joker ou pas ? Tu as le droit des jokers, complètement. Okay, ouais. Je ne sais jamais. Ouais, tu peux. Okay. Tu peux passer à la question. D'accord. Ingrid, si tu étais un animal, lequel serait-il ? Un éléphant. Un éléphant. Oui. Ok. Parce que j'aime cette force tranquille, cette sérénité. Et je pense qu'on les ennuie pas trop, les éléphants, en fait. Voilà. Donc, j'aime bien. Ok. Voilà. Si tu étais une citation. Si j'étais une citation... ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà. Dans une autre vie, qu'étais-tu ? Ah, purée. Alors, si je réponds comme ça, là, en mode un chat. Ok. Voilà. Pourquoi j'en sais rien du tout. Ça te je te réponds, ouais, voilà. Un chat. Oui, un chat. Ok. Une femme contemporaine, ou pas forcément d'ailleurs, mais une femme qui t'inspire ou qui t'a inspiré. Alors, je ne sais pas si elle m'inspire, mais en tous les cas, je l'admire. C'est Christine Lagarde, parce que je trouve que c'est une femme qui, dans un monde quand même très masculin, est capable d'avoir une posture, je trouve, franche, claire. Voilà, c'est une personne que j'admire dans son parcours, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, dans la manière dont elle s'exprime. Donc voilà, Christine Lagarde. Alors c'est drôle que tu parles de ça. Il y a quelques jours, j'ai lu un article la concernant et elle disait et elle clamait haut et fort qu'elle était convaincue que les femmes étaient l'avenir de nombreux pays. Ah. J'ai beaucoup aimé. Un artiste coup de cœur. Oh, purée. Alors je vais te dire que j'en ai pas. Ok. J'en ai pas parce que je suis pas capable, par exemple, d'écouter un CD d'un même artiste. Si on va au niveau un CD ou tu vois, une playlist ou un album complet d'un même artiste, je suis pas capable. Okay. En fait, moi, j'aime faire des playlists, des mix. Ouais, j'entends des choses dans une série, ça me plaît, hop, je recherche ce que c'est. Dans un film, je cherche ce que c'est à la radio, dans un bar, voilà. Et puis après, je me fais des playlists
qui sont, alors, je suis un peu monomaniaque, qui sont classées par mois et par année dans mon téléphone. Et en fait, là, je crois que la plus ancienne que j'ai doit dater de 2010. Et donc, j'aime, de temps en temps, tu sais, un peu remonter le temps. Ah, et en fait, la playlist me connecte à des événements ou à des moments de ma vie, des souvenirs, des voilà. Et donc j'ai pas d'artiste. Voilà. Ou un comédien ou un auteur. Quand je mets vraiment artiste avec un grand A. Ouais. Alors il y en avait quand même un, peut-être musicalement, que j'ai toujours beaucoup aimé. C'était William Scheller. Voilà. Il a son univers. Voilà. Parce que j'aimais aussi la manière dont il écrivait. Il est capable de faire ne serait-ce que juste de la musique. Juste, tu vois. Alors, il y a un album avec que un quatuor, je crois, de violon. Et je trouve que c'est une personne aussi, même dans ses textes, dans sa musique, qui a beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité. Donc, et pour l'avoir vu sur scène, je trouve que ça transpire. Voilà. Donc, William Scheller. Voilà. Ok. Ton livre du moment à recommander? Oh, la catastrophe. Mon livre Allez, du ça moment... peut être un article ou ça peut être quelque chose que tu viens de lire. Eh ben, alors un ouvrage que je vais certainement lire, puisqu'on a la chance de le recevoir prochainement pour nous parler. C'est Jacques Lecomte, voilà, sur les entreprises humanistes. Ok. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer lundi de cette semaine, de boire un café avec lui. 3 heures de rendez-vous, mais que j'ai même pas vu passer. Et donc j'ai un petit pavé qu'il m'a offert de 400 pages. Donc voilà, donc je le recommande sans l'avoir commencé, mais au moins pour l'auteur. Oui, et parce que tu as rencontré l'auteur. Que je l'ai rencontré. Voilà. Ok. Un son favori, un son que tu adores. Comment je vais dire ça? La ficelle des mâts qui tiennent les drapeaux au bord de la mer, quand avec le vent, elles viennent taper le mât. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, je ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Voilà, ça, je ne sais pas pourquoi, c'est un son que j'aime bien. Ok, le cliquetis de la ficelle sur le mât. La ficelle qui vient clic comme ça. Voilà. Ta plus grande fierté? Une de tes plus grandes fiertés? Alors, une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir osé quitter la France, qui est ma terre natale, pour aller m'installer à Madagascar et vivre ce que je vis aujourd'hui, il y a maintenant 8 ans. On va y revenir. Voilà. Ton cœur balance plus vers le cheval ou l'âne? On va dire le cheval, parce que j'ai fait de l'équitation quand j'étais beaucoup plus jeune. Je me suis arrêtée parce qu'à un moment donné, le cheval n'a plus voulu de moi, m'a éjectée et a fait quelques dommages collatéraux sur mon corps qui ont fait que j'ai pas pu reprendre derrière à l'époque. Donc je dirais plutôt le cheval, mais j'aime bien l'âne aussi parce que quand il a décidé un truc, donc ça me va bien aussi. Un quartier préféré à Paris? Bastille. Le 11e, là, j'adore ce quartier, là où on est aujourd'hui. Alors moi, je suis pas parisienne du tout. Quand j'étais en France, je vivais en province. Donc moi, les arrondissements, l'escargot, le machin, le truc là, voilà. Mais alors, j'adore ce quartier parce que ça vit beaucoup. C'est très mélangé. Tu peux manger pour pas cher. Toutes les cuisines du monde. J'adore ce quartier. Voilà, donc voilà. Bastille, ouais. Okay. Voilà. Merci pour ce petit quiz. Ouais. Tu te sens comment? Ça va. On continue? Ouais, ça va. Ouais. Ok, première partie. Bon. Ça c'est fait. Ingrid, est-ce que je peux te laisser te présenter? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quelle femme tu es et ce que tu fais voilà, dans ton quotidien et dans la vie? Oui, alors on a combien de temps exactement? C'est juste pour que je puisse... Aucun filtre. Alors, qui je suis Alors, donc je suis une femme, bon jusque-là, voilà, je suis Ingrid, j'ai 45 ans.
Et donc, qu'est-ce que je dirais sur moi aujourd'hui? Donc, je suis française de naissance et je suis aujourd'hui malgache de cœur, puisque je réside à Madagascar depuis maintenant 8 ans. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis chef d'entreprise. J'étais 2 fois chef d'entreprise. J'ai eu une première vie en France, puisque je suis de formation architecte, donc j'ai eu un cabinet d'architecture en France pendant une quinzaine d'années. Et maintenant, je suis aussi chef d'entreprise, mais plus du tout dans mon métier d'origine, puisque je dirige une entreprise à Madagascar qui s'occupe d'animer les réseaux sociaux et de créer du contenu. Je pense que je suis une personne comment je vais dire ça? De communication, mais pas dans le sens la communication, agence de com, logo, tout ça. De lien. Ouais, de lien. Et j'aime discuter avec les autres êtres qui composent cette terre, hein, qu'ils soient humains ou pas, d'ailleurs, parce que je pense que tout le monde a des choses à se raconter. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse dans les réseaux sociaux. Je pense que c'était une partie de ce qui me plaisait dans mon premier métier, l'architecture, où en fait, j'avais la chance de matérialiser des rêves ou des projections et de leur donner... Voilà, mais ce qui me plaisait surtout, c'était la matière qu'on me donnait et comment je pouvais en faire quelque chose. Et là, ce que j'aime aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est... même si effectivement, ça a des côtés négatifs et je le nie pas et j'en ai tout à fait conscience, mais quand c'est bien utilisé et à bon escient, on en fait un outil d'une puissance pour connecter des gens à 10 000 kilomètres, se connaître, échanger, discuter, enfin voilà. Donc... voilà ce que je fais aujourd'hui à Madagascar, dans mon entreprise. Et puis à côté, j'ai une petite passion, c'est le théâtre. Et donc j'ai mis cette passion maintenant aussi comme une sorte d'activité professionnelle, mais qui est plutôt du plaisir, où en fait j'accompagne aussi sur la prise de parole. Donc elle n'est pas sur le Internet et sur le digital, mais elle est dans la vraie vie. Des personnes qui veulent prendre la parole et je les aide avec les outils du théâtre à être encore plus à l'aise, à faire encore mieux que ce qu'elles aimeraient faire, en étant ce qu'elles sont. Surtout, c'est ça. Voilà. La notion de plaisir. Voilà. Ouais. Comment on se retrouve archi à... C'était Belfort ? Ouais, Belfort, ouais. Comment on se retrouve archi à Belfort et finalement, en fait, nouvelle entrepreneur à Madagascar ? Alors, donc moi je suis née à Angers, donc je suis angevine. J'ai fait une partie de mes études à Nantes, donc le bac. Ensuite j'ai fait une école d'architecture et un BTS à Strasbourg. Et je pense que j'ai compris après quelques années que j'avais déjà un peu la bougeotte, mais je m'en étais pas rendu compte parce que j'étais restée dans mon territoire français. Et en fait, donc j'étais à Strasbourg. Ensuite la vie fait que j'ai rencontré quelqu'un, donc je suis descendue un peu sur Belfort, voilà. Et en fait, donc je pense que j'avais déjà ça quelque part. Caché, certainement, mais je n'avais pas conscience. Et en fait, la vie, elle est assez extraordinaire. C'est qu'après après 15 ans d'entrepreneuriat en France, 11 collaborateurs, architectes, ça n'a pas été toujours très rose, en fait. Voilà. Et au bout de ces 15 années, la situation faisait que j'étais plus du tout nourrie, j'étais plus inspirée, mais à tous les niveaux. Hein. Je te parle du niveau financier, voilà. Je te parle aussi du niveau de l'envie d'aller travailler, de voir mes collaborateurs, de voir mes clients, enfin, tout devenait insurmontable. La conjoncture était très compliquée et moi, je faisais beaucoup de marchés publics. Et en fait, à quelle époque, ça ? C'était 2008-2009. Ouais. Voilà. Donc voilà, la vie a fait que ça a été une période difficile, vraiment difficile, et qu'à un moment donné j'étais vraiment au bout du bout, voilà. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Philippe avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Et ça faisait 5 mois qu'on se connaissait et Philippe me dit je pars, j'ai un poste, donc il est enseignant, je pars à Madagascar. Ok, alors déjà, Madagascar, le truc avec le dessin animé là, les hippopotames, les machins, les trucs. Et, oui, mais pas d'ailleurs on n'a pas d'hippopotame pour information, on n'a pas de girafe non plus. On fait partie du continent africain, mais on n'est pas. La faune et la flore sont très différentes. C'est très différente. Et en fait, comme moi j'étais au bout,
je me suis dit, bah écoute, voilà, Ingrid, t'as 40 ans, enfin, j'avais un peu moins de 40 ans. Je pense que si j'attrape pas le train maintenant, clairement, hein, c'était... Enfin, vas-y. Enfin, donc, je suis allée voir, quand même, parce que je connaissais... Donc, tu avais toujours ta boîte ouverte? Oui, j'avais toujours ma boîte, ouais, okay. Toujours, ouais. Moins de collaborateurs, on était 11 et là, on n'était plus que 4. Hein. Ouais. Donc, il y avait quand même ça avait quand même été un peu difficile. Et donc, je suis allée voir et je lui ai dit, OK, banco, OK, on y va. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, je suis partie avec 6 mois de décalage. Donc, tu fermes ta boîte? Oui. OK. Je ferme, je liquide. 15 ans de ma vie professionnelle que je ferme en un claquement de doigts, parce que ça se fait pas comme ça. Et en France, ça se fait pas comme ça. Ouais. J'ai supporté le jugement et le regard des autres. Et je pense que le fait d'être partie m'a permis aussi de beaucoup mieux le supporter. Complètement. Parce que je ne recroisais pas le même écosystème tous les jours qui te juge par un échec, voilà, parce que quand tu liquides, hein, tu ne le fais pas de gaieté de cœur. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Tu fais du mieux que tu peux, mais ce n'est pas toujours évident. Mais en fait, je pense que ça m'a aidé à me reconstruire et de toute façon, enfin, je pense que si j'étais pas partie, je serais partie, mais beaucoup plus loin et de manière plus définitive, parce que de toute façon, c'était plus du tout ce qui me faisait me lever le matin et ça marchait plus, quoi. Donc ça a été une sorte de renaissance. Ouais, c'était presque une soupape finalement. Oui. Ok. Ouais. Ouais. Comment ça se passe ton installation à Madagascar? Donc tu es déjà venue une première fois, tu as pu faire un petit peu de repérage. Du coup, 6 mois après, tu t'installes vraiment. Ouais. Comment se passe ton installation? Est-ce que tu arrives à... Est-ce que quand on arrive dans un pays étranger, est-ce qu'on a ces mêmes ces habitudes, tu sais, de dire tiens, je vais trouver une association, puis je vais essayer de m'intégrer? Comment ça se passe ton installation? Comment tu fais pour... est-ce que tu as envie de rencontrer des gens? Est-ce que... Alors, moi, j'ai une chance inouïe, c'est que quand j'arrive à Madagascar, Philippe, il a déjà il a déjà un métier, donc avec un salaire quand même. Donc, c'est quand même déjà une sécurité. Mais alors, il y a quand même une anecdote assez drôle. Donc, moi, je suis arrivée en janvier 2013. Donc, lui, il est là depuis le mois d'août. Donc, il a cherché l'appartement, tout ça. Donc, on a le minimum syndical pour vivre, quoi, hein, clairement. Parce que, clairement, moi, j'ai tout vendu avant de partir. Je suis partie avec 3 valises de 23 kilos. Lui, c'est pareil. Donc, on n'a pas emmené ni de container, ni rien du tout. D'ailleurs, dans sa prise de poste, au regard du statut qu'il a, Philippe, il n'y a pas de déménagement de payer, il n'y a pas de truc comme ça. Donc, on est parti avec le minimum. Donc, tu vends tes meubles. Hein. Déjà, ça, c'est bizarre, tu sais. Tu vends tout et tu vois des trucs auxquels tu tiens, pour lesquels tu as bossé. Tu vois, moi, j'avais des choses auxquelles je tenais. J'avais acheté des trucs un peu design, un peu sympa, et tu les vends comme ça. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est quand même déjà une expérience... particulière de se détacher du matériel. Ça, c'était déjà une expérience intéressante. Donc, bref, j'arrive avec mes 3 valises de 23 kilos. Installation minimaliste. Ouais, c'est ça. Bah, quand on est arrivé, on avait 2 fauteuils. Quand je suis arrivée, moi, dans l'appartement où on était, 2 fauteuils, un matelas, un lit, quoi, basique. Et on avait 2 bureaux pour pouvoir, tu vois, avoir un petit coin, machin. C'est tout ce qu'on avait au départ. Hein. Donc, on a tout acheté au fur et à mesure. Tout racheter. C'est drôle, hein, c'est vraiment drôle. Et je pense qu'on n'achète plus du tout pareil. Parce que tu t'es rendu compte de tout ce que tu avais comme bazar, qui sert à rien. Bibelot. Voilà. Donc voilà. Et alors, donc, la chance, c'est que j'arrive et donc on a déjà moyen de s'acheter à manger et tout ça. Donc ça va. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est donc moi, j'ai toujours été indépendante. Mais par contre, avant de partir, j'ai quand même remis quasiment tout mon pognon dans la boîte, donc je pars pas avec des masses d'argent, tu vois, sous le bras. Donc l'idée, c'est de ne pas aller taper dans le peu qui me reste de côté. Et donc, je vais faire les courses. Et quand je fais les courses, oui, alors, est-ce que tu crois que je peux quand même acheter ce truc-là parce que machin. Et Philippe me dit, tu vas pas m'appeler à chaque fois que tu veux acheter un truc. Je veux dire, mais ça, c'est parce que j'avais pas l'habitude et que voilà. Et donc ça, fallait que tu prennes tes marques voilà, aussi. Fallait que je prenne mes marques. Ouais. En plus, comme c'est Madagascar, hein, faut pas imaginer qu'on a des supermarchés comme en France. Ouais, hein. aussi fournis. Je veux dire, nous, si on a, je sais pas moi, 2 mètres linéaires de yaourt.
sur 2 mètres de haut, c'est ça. Hein. Les shampoings, c'est pareil. Et dès que tu touches à un produit qui est importé, tout de suite, on prend une claque financièrement. Donc le but pour nous, en fait, nous, on est partis à l'expatriation et Philippe, il avait ce projet-là. C'était pas pour faire du fric, c'était pour découvrir une culture, une manière de vivre différente. Donc nous, ça nous intéressait pas de vivre comme des Européens à l'étranger. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vivre comme des locaux. Donc manger local, voilà. Mais il y a un moment donné, des fois, tu es un peu tenté par des trucs, voilà, donc il y a des choses qui viennent par bateau, par exemple, tu vois, donc tout de suite c'est plus cher. Ouais. Et donc on faisait hyper gaffe parce qu'on n'avait qu'un salaire, donc c'est quand même pas, voilà. Et donc quand j'arrive, alors la chance que j'ai aussi, c'est que c'est francophone. Donc c'est une chance, mais c'est aussi un peu dommage. Parce que ça ne te pousse pas à sortir un peu de ta zone de confort au niveau de la langue. Donc aujourd'hui, tu vois, ça fait 8 ans, je parle 2-3 mots, je baragouine, mais je parle pas malgache, quoi. Donc voilà. Toute l'île parle français et francophone. Ouais, quasiment. Ouais, Alors quasiment. après, avec des niveaux, c'est en fonction de l'éducation. Voilà. Mais Madagascar, c'est une ancienne colonie française jusque dans les années 70. C'est historique. Donc l'empreinte française, francophone, francophile, elle est très importante, tu vois. Donc quand j'arrive, je suis plutôt en reconstruction au départ. Donc je travaille plutôt avec un ami coach, Rémi, qui m'aide à me reconstruire, à déterminer qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Un expat qui est déjà à Madagascar. Non, un expat qui est en France. Donc tu travailles avec lui à en distance. Skype, ouais, Ok, tu vois, très bien. Voilà. Et il m'aide surtout à déterminer qu'est-ce que j'ai envie de faire. Quoi. Voilà. C'est quoi ma vie, comment j'ai envie de me reconstruire. Ouais. Ça m'empêche pas d'être active par ailleurs, puisque à Madagascar, tu peux faire des tas de choses pour être utile. Hein. Donc j'étais active, si tu veux. J'étais pas en pyjama devant la télé toute la journée, en train de manger des chips, pas trop mon genre. Mais j'avais besoin quand même de me poser les bonnes questions. Donc j'ai pris ce temps-là. Donc ça m'a pris 4 mois. Voilà. Ce qui n'est pas énorme. Bah non, en fait, je me rends compte que... Ah ouais, là, rayon. Voilà. Et donc j'ai commencé... par faire des petites activités pour des associations qui s'occupaient d'enfants, tu vois, d'orphelinat. Du coup, tu faisais du bénévolat. Ouais. C'était En fait, du bénévolat. comme j'avais des compétences en archi, j'ai dessiné, tu vois, des bâtiments qu'ils ont construits à terme pour une association qui s'occupait de gamins pour les scolariser, ce genre de choses. Ok. Et puis après, je me suis fait rattraper par le CJD. Alors, que je comprenne, donc quand tu arrives à Madagascar, est-ce que tu es encore gidette ou est-ce que tu es en période de transition? Ah, j'ai quitté le CJD en France. Ok, tu quittes le CJD en France. Bah oui, puisque moi, quand je pars de Belfort, pour moi, je laisse toute ma vie française. Je vois même pas comment il est possible de faire un pont. Bah ouais, je sais pas. Enfin voilà, pour moi, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Voilà. Donc le théâtre, je fais partie d'une troupe de théâtre à Belfort. Voilà. Pour moi, j'en fais plus partie. Je paye encore en ma cotise, mais voilà. Centre des jeunes dirigeants, pareil. Pour moi, c'est fini. Puis j'imagine pas être entrepreneur. Hein. Au départ, je cherche du salariat en fait. Mais je sens bien que c'est pas mon truc, mais j'ai pas forcément toutes les réponses. Et donc, j'imagine pas que ça puisse être pareil ou un peu pareil, mais sans être vraiment pareil. Enfin voilà, quand j'arrive à Madagascar. Voilà. Donc le CJD, quand tu dis le CJD te rattrape, c'est quelqu'un du CJD te rappelle? Non, c'est pas ça du tout. C'est en fait un JD d'ici français qui s'appelle Philippe Ricoul, fait la connaissance d'un malgache qui s'appelle Soel, qui fait encore partie du CJD maintenant. Et il lui dit « Ah, je connais quelqu'un, Ingrid, qui est partie à Madagascar, tu devrais la rencontrer et discuter. » C'est comme ça. Il lui fait visiter les bureaux à Georges V à l'époque. Voilà. Et c'est Christophe Pro et Jérôme Lefebvre qui sont en mandat à ce moment-là. Il lui fait rencontrer Jérôme, qui est mon vice-président aujourd'hui. Ouais. Tu vois, c'est fou, hein. Ils discutent, tout ça. Puis Soel repart à Madagascar et revient, voilà. Et donc, il m'appelle. Et il me dit, voilà, Philippe Ricoul, CJD, blablabla, est-ce qu'on pourrait se voir et discuter? Il était sur Tana? Oui. Ok. Voilà. Et donc, je lui dis, d'accord. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne s'est jamais vu. Voilà. Donc, c'est juste un coup de fil et d'accord. Et donc, on va dîner ensemble. Donc, Soel, son épouse, Samina, Philippe et moi. Et on a passé, comme quoi, 3 heures, ça me suit un peu. On a passé 3 heures à discuter, à faire connaissance, à parler du CJD et puis des tas d'autres choses autour de ça. Et je lui dis,
est-ce que ça te dit qu'on essaye de créer le CJD à Madagascar ? Et lui me dit à l'époque, et on en parlait encore il y a 15 jours en plénière, et à l'époque il me dit oui d'accord, je vais t'aider au début. Donc le CJD Madagascar a été créé en 2013, alors officiellement en 2014, mais il y a eu tout le travail préparatoire en 2013. Et donc moi j'ai fait le premier mandat, et le deuxième mandat c'est lui qui a été élu président, et je lui en parlais encore la semaine dernière, je lui ai dit oui, au début tu devais juste m'aider un peu. Voilà. Et en fait, voilà. Il s'est pris au jeu. Voilà. Ouais, et puis, le CJD, ça amène quelque chose à Madagascar, à l'entrepreneuriat malgache. Ouais. Et donc, une fois, comme en France, comme à Prague, comme partout, en Chine, à Barcelone, peut-être bientôt au Chili, une fois que tu as mis la main dedans et que tu as compris ce que ça pouvait t'apporter, tu décroches pas, en fait. Ouais. Voilà. Donc tu te retrouves, donc tu rencontres, tu lances et tu crées la section à Tana, à Madagascar. Ouais. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as déjà une idée, après les 4 mois de coaching, est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire ou en fait, tu sens que ta priorité, en fait, ça va être, section CJD et le reste... Ah non, c'est en même temps, en fait. C'est marrant. Ok. C'est en même temps. Alors après, je ne saurais pas te donner les dates exactes, parce que ça a été un cheminement, et puis ça s'est fait de manière comme ça, tu vois, en mode itératif, quoi. On y va, on avance. Sur le CJD à Mada, on a composé un petit groupe de 7, les membres fondateurs. Certains sont encore là, ce qui est quand même chouette, après, tu vois, 8 années. D'autres sont partis. Et donc on a avancé, puis on a fait un groupe, puis on a fait nos plénières, nos commissions découvertes pro, enfin commission miroir, enfin bon bref, voilà, ça c'est les vieux JD comme moi. Et en fait on a fait notre truc, puis ça a grandi sereinement, tranquillement, les valeurs, les fondamentaux. Et puis maintenant on est quasiment, on a un peu plus de 50 je crois. Voilà, avec un tissu, enfin, moi la vraie fierté, tu me demandais tout à l'heure, une de mes fiertés, je dirais que là aussi je suis assez fière parce qu'en fait, on est représentatif du tissu économique local. C'est pas un mouvement donc nous les blancs, on est des Vasas, voilà. C'est pas un mouvement de Vasa à Madagascar ou d'expat, machin. C'est un mouvement d'entrepreneurs locaux, très petites entreprises, moyennes entreprises, même des entreprises de taille intermédiaire. On est représentatif du tissu économique local. Il y a toutes sortes de métiers et puis tout le monde se mélange. Il y a plein de couleurs de peau, plein de religions différentes, plein d'origines différentes. Enfin voilà, et ça je trouve que c'est une vraie réussite. Et Soel me disait la semaine dernière, il me disait mais en fait peut-être ce qui a fait que ça a marché, c'est comme tu es arrivé, tu n'avais pas de stéréotypes. Tu projetais pas des idées sur les gens qui composaient toute cette île, et tu as réussi à les réunir et à lancer ce truc parce que tu n'étais pas quelqu'un qui était déjà depuis des années puis qui avait mis plein d'étiquettes à tout le monde. Et puis tu es arrivé sans... t'étais pas en terrain conquis en fait. Non. De toute façon, puis je le saurais jamais. Je suis une invitée, moi, à Madagascar. Et tant qu'on m'accepte... On sait tous que malheureusement, quand on vient d'un pays riche et quand on s'installe très souvent dans un pays pauvre, il y a quand même de nombreux comportements, de nombreuses personnes qui arrivent aussi en terrain conquis, en se disant... Ah oui, moi je sais tout et oui. Je porte un chapeau et je suis habillée en lin. Tout à fait. Et je sais ce qui est bon pour vous. Mais non, c'est pas trop la... Non. Sur les 50 aujourd'hui, est-ce que la mixité, est-ce que vous arrivez quand même à équilibrer la mixité homme-femme? Est-ce que y a des expats donc blancs, expats français ou peu importe? Est-ce qu'il y a il y a une majorité de malgaches? En fait, la section, elle est composée comment aujourd'hui? 60% de femmes. C'est super. Ouais, mais alors en plus, Madagascar, on est sur un fonctionnement matriarcal, vraiment. C'est beaucoup les femmes qui portent beaucoup de choses. Je pense que ce sont des vrais acteurs de l'économie avec des vraies idées, des envies. Enfin, vraiment, et ça se voit au CJD. Et après, c'est ce que je te disais. Alors, je connais pas les chiffres par cœur, mais donc nous, les Vasas. Donc les Vasas, ce sont les personnes qui sont expatriées, mais depuis peu d'années. Ok. Voilà. On est minoritaire, quoi, clairement. Enfin, je veux dire,
je sais pas, on doit être 4 blondes sur 50 tout au plus. Et puis après, des malgaches, oui, forcément. Des Karanes, donc les Karanes sont les Indo-Pakistanais, Oui, ok. voilà, qui ont immigré, qui sont souvent là depuis plusieurs générations. Et puis après, tu as aussi des Anatanes. Donc les Anatanes, ce sont des Vasas, donc des blancs comme moi, mais qui sont là depuis plusieurs années. Plusieurs générations. Ah, plusieurs générations. Ouais, ok. ouais. Qui ont souvent eu, tu vois, au moins des enfants. enfants ou qui sont nés sur le territoire malgache. Voilà. Et tout ça, enfin, c'est ça qui est super. Hein. Enfin, quand tu regardes la photographie de la section de Tana, donc CJD Madagascar, c'est ça qui est super. Cette diversité avec ses cultures, ses richesses, et aussi des fois ses freins, ses complexités. Enfin, l'idée c'est pas de dire que c'est un monde de bisounours, hein, c'est pas ça du tout. Mais clairement, ça marche. Donc t'arrives à Tana, tu lances donc à un moment donné la section de Madagascar. Vous êtes 7 pendant ton mandat. Oui. Après, je suppose que tu restes un petit peu quand même au bureau. Ah bah oui, en fait. Et du coup, ma question, c'est comment, en tant que... c'est même pas en tant que Française, mais en tant que présidente de ta section, comment tu gères les réunions interculturelles et multiculturelles ? Là, vous êtes 7, mais maintenant que tu es, on va y revenir après, maintenant que tu es aussi présidente du CJD international, tu as constitué un bureau aussi avec d'autres JD qui viennent de nombreux autres pays francophones, notamment. Comment on fait pour gérer, on parle souvent, tu sais, quand tu es animateur visa, tu sais, tu as cette image où le formateur devant lui, en fait, il a l'impression d'avoir, tu sais, tous les animaux devant lui et à lui d'essayer d'identifier si lui qui est insupportable, est-ce que c'est le singe, est-ce que c'est la girafe, etc. Toi, c'est même pas que en termes de personnalité, en termes de différences culturelles. Comment tu t'adaptes ? Est-ce que c'est un challenge pour toi ? Est-ce que tu es plus dans l'observation ? Comment ça se passe en fait au début, tes réunions, finalement dans un pays qui n'est pas le tien, à un poste qui est quand même de direction ou de présidence ? Alors je remonterai juste un tout petit peu plus haut dans le temps, parce que je pense que ça a fait sens à partir du moment où je suis arrivée effectivement dans cette situation que tu décris, que j'ai compris ce qui s'était passé. J'ai été présidente de section en France sur le CJD Belfort, Montbéliard et Héricourt. Ouais. Et à l'époque, c'est pareil, t'es présidente de section, t'as un bureau et puis il faut animer ton bureau. Je suis arrivée au CJD en 2004 et donc j'ai été élue en 2007, je crois. Et en fait, c'est un peu la même chose. C'est sûr que on a peut-être une culture plus commune, mais à un moment donné... Mais les personnalités, voilà. Pour moi, c'est la même chose. C'est ça. Mais c'est deux problématiques différentes. Alors, à l'époque, j'ai eu quelques... Je pense que j'avais pas le même tempérament, donc c'était plus descendant, plus directif, plus machin. Et donc, ça a frité un peu, hein, quand même, de temps en temps. Et déjà là, j'avais compris qu'il se passait quelque chose, si tu veux. Voilà, donc... Voilà, je ferme juste cette parenthèse parce qu'à l'époque, ça m'avait déjà confrontée. Et je m'étais rendu compte que, visiblement, ma méthode n'était pas forcément la bonne, visiblement. Et en fait, aujourd'hui, donc ça fait maintenant quelques années, aujourd'hui, quoi te dire ? J'ai pas de recette, hein, j'ai pas d'outils, j'ai pas de bonnes pratiques ou de trucs à te dire, je claque sur les doigts, puis c'est comme ça qu'il faut faire parce que chaque fois ça marche. Mais non, je sais pas te dire. En fait, je pense que c'est déjà de prendre le temps que les gens se connaissent. Je pense que ça, déjà, c'est hyper important, que les gens se connaissent. D'être dans une posture plutôt de facilitateur. Enfin, pour moi, je suis une facilitatrice, quoi, en fait. Je suis pas... et d'ailleurs, tous les conseils d'administration, tu parlais de ma présidence internationale, tous les conseils d'administration qu'on fait, là, le CJD international, on est 18 pays autour de la table. 18 pays, 18 cultures, 18 visions, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai aucun enseignement hein, sur l'interculturalisme ou sur toi, mais c'est juste je me dis, ok, comment je suis capable de regarder l'autre sans d'office aller tout de suite planter une idée préconçue de ce qu'il est, de ce qu'il va dire, de ce qu'il...
Je pense que déjà c'est ça. Voilà, moi je m'en fous de la couleur, de la religion, même si je suis pas d'accord, même si les personnes ont des fois des postures ou des avis hyper tranchés, très différents des miens, bah ok, c'est pas pour ça que je vais être d'accord, mais j'entends et je me dis ok, bah on peut avoir des avis différents puis être capable de discuter ensemble. Mais je pense que vraiment ce qui fait la différence, c'est la capacité aussi à créer du lien, et ça c'est grâce à des outils d'intelligence collective et de prendre le temps de connaître les gens, et puis aussi l'idée de faire dire bon bah faites hein. Voilà, pour moi la présidence du CJD international c'est pas être dans un conseil d'administration le matin à 8h puis causer jusqu'à 17h et puis être là. Non, en fait moi là où je suis la plus contente et dans le bureau c'est pareil et dans mon entreprise c'est pareil, c'est quand on vient me chercher uniquement parce qu'on a besoin de moi et que moi j'ai laissé la capacité à ce que chacun puisse s'exprimer en fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une recette? J'en sais rien et je sais pas te dire. Mais voilà, c'est plutôt ça. C'est comme ça que je le fais. Okay. Voilà. Et c'est aussi parce que je crois que j'aime fondamentalement les êtres humains, quelles que soient leurs origines, et que je pense, et peut-être c'est un peu simplet, mais c'est pas grave. Je pense que derrière chaque individu, il y a une belle personne et il y a une bonne personne et qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Voilà. Et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, et que même quelquefois quand tu es en conflit avec quelqu'un sur un avis qui est vraiment très différent, bah, c'est pas un problème, ça fait toujours avancer les choses. Voilà. Et après, je trouve que ça marche plutôt bien en fait. Hein. La mayonnaise, elle prend, mais parce qu'on a pris le temps. Bah ouais, parce que tu as pris le temps et parce qu'en t'écoutant, on sent aussi beaucoup de respect de ta part, du respect, une ouverture d'esprit. Mon papa, quand j'étais plus jeune, me disait, tu sais, les diplômes, c'est une chose, être très cultivé, très intelligent, c'est autre chose. Il y a une chose qu'on ne pourra jamais retirer, en l'occurrence, non, j'allais dire, il parlait de moi, peu importe. Il disait, les qualités humaines, en fait, ça ne s'apprend pas. C'est presque inné, ça se transmet bien sûr dans la famille, mais c'est beaucoup lié aussi à l'observation et ce que tu véhicules dans ton cœur. Donc, tu disais, finalement, j'ai pas appris à communiquer avec des membres du CJD d'Alger ou de Marrakech ou chilien. Pourtant, c'est 3 cultures, voilà, 3 pays différents, il y a des cultures différentes. C'est pas tous des systèmes qui sont des sociétés matriarcales. Et finalement, tu es plutôt en train de nous dire que ça s'appelle en fait juste du respect et de l'observation. Et qu'ensuite, du coup, la résilience, elle est... voilà, je m'adapte. Au CJD, on parle beaucoup d'agilité. L'agilité, l'adaptabilité. Moi, quand je t'entends parler, je me dis, en fait, non. En fait, tu l'as là. Et juste, tu as pris le temps d'observer et d'être agile avec quelque chose de nouveau parce que tu as été respectueux, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois avec... une expérience complètement différente, mais en voyage, tu arrives très souvent dans des pays que tu ne connais pas, tu arrives dans des familles que tu ne connais pas, et en fait, tu apprends juste à observer, à essayer de trouver tes marques, et en fait, à partir du moment où tu es dans le respect, tout se passe bien. Donc moi, quand je t'entends, je pense beaucoup à l'agilité et à cette notion de respect. Oui, ça me va. Oui, je pense que je suis respectueuse. Ouais. C'est vrai, je l'avais pas nommé. Je te remercie. Ah ouais, pour moi c'est une très belle forme, mais dans le sens noble du terme de respect. À quel moment, donc là, est-ce que en parallèle, tu montes la section à Madagascar. J'ai compris que parallèlement tu lances donc ton entreprise. Oui. Step Up, c'est quoi? C'est lié à Stand Up pour le théâtre. Je pensais à ça tout à l'heure. Je me suis dit. Alors tu sais, c'est venu en fait du pas à pas. Tu sais. Ah ouais. Oui, pas à pas. Bien sûr, grandir, mais petit à petit. En fait, un jour, j'avais fait une formation. Bon, tu me connais un peu. Tu sais que je suis un peu des fois comment je pourrais dire, tonique. On va dire ça comme ça. Et j'arrive, et j'étais en retard. Et j'arrive de manière très rapide au lieu de la formation. Et la personne m'accueille et me dit, très bien, avec beaucoup de bienveillance, mais ça m'a marqué.
il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ok, c'est à moi que ça s'adresse, donc. Ok, donc j'avais entendu ça et je crois que ça m'est resté et je me suis dit oui, et je trouvais ça joli cette image de, tu vois, en fait je voyais un escalier, mais et aussi parce que certainement avec le travail que je faisais avec Rémi en coaching pour réfléchir, où en fait il me faisait bien comprendre que moi je veux des fois aller peut-être des fois trop vite, c'est même peut-être contradictoire avec ce qu'on vient de dire, hein, mais sur des choses qui me concernent moi, peut-être, je suis plus respectueuse des temps pour les autres. J'accepte plus facilement les erreurs des autres. Voilà, que moi des fois j'ai peut-être un niveau d'exigence et qui est plus important. Et en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce symbole, c'est la petite marche, quoi. J'y vais petit à petit. Alors que moi, je voudrais faire déjà des marches de 3-4 mètres, quoi. Et je pense que ça vient de là, Step Up. Voilà. Ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis sûre que... J'étais tellement fière de mon... Je dis, ouais, je suis sûre qu'il y a un lien avec le stand-up et tout. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, comme des fois, tu sais. Prendre son temps et... Ouais, après, j'ai pas non plus réfléchi pendant des heures, hein, pour être tout à fait franche. Tu lances Step Up seule. Oui. Pour commencer. Oui. C'est une boîte qui s'adresse à qui, à quoi, et elle fait quoi? Alors au départ, Step Up, c'est un couteau suisse. En fait, j'ai fait une commission découverte pro, faut que j'utilise le bon terme, donc du CJD, où tu présentes ta boîte et qui tu es à d'autres adhérents. C'est souvent la première, pour ceux qui ne sont pas du CJD qui écoutent, c'est souvent une première année, quand on rentre au CJD, une première année un petit peu de découverte, où une sorte de sas d'entrée pour présenter sa boîte et travailler sur des problématiques notamment liées à des valeurs en général. Ouais. Mais c'est souvent une commission que tous les JD font dès leur première année. On peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça. Avec l'effet miroir des autres, et c'est pour ça que ça s'appelait commission miroir. Hein, oui, c'est vrai. Ouais. Papa, tu te regardes dans un miroir pendant toute la commission. Oui, vous en pensez quoi? C'est ça. Alors en fait, et donc je fais ma présentation, mais alors c'est un truc. Oh, alors déjà, je travaille chez moi, donc j'ai pas de salle de réunion, et donc je dis bon, je vais pas vous recevoir quand même dans le salon, donc déjà je loue une salle dans un hôtel machin, et alors je présente mon truc, et au moment où je le présente, parce qu'il y a un moment donné où tu fais ta présentation là, moi-même, je me dis à moi-même, je me dis mais c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de job identifié. Donc, je faisais... Alors, il y a une première partie, je me rappelle de mon premier site internet. C'est pour te dire que j'avais fait des captures d'écran pour expliquer ce que je faisais, machin. Et à la fin, je me disais, mais c'est même pas clair. Donc, je faisais de l'archi d'intérieur, parce que j'étais architecte. Ouais, puis j'aimais bien l'archi d'intérieur et j'avais fait un BTS avant de faire l'école d'archi. Et ça me plaisait. Donc, je faisais ça. Je faisais donc de la formation sur la prise de parole, mais c'était vachement plus large que ça. Hein. J'essaye de me souvenir de ce qu'il y avait sur ce site. Il y avait des trucs... Ah oui, parce que je suis architecte, oui, quand même, je ne l'ai pas dit, mais moi j'avais fait une formation en ce qu'on appelait la haute qualité environnementale à l'époque, donc tout ce qui était lié au développement durable, à la basse consommation d'énergie, etc. Donc nos projets, à l'époque, avaient une vraie identité... de réflexion énergétique. Donc, je faisais aussi du conseil en haute qualité environnementale. C'était un machin, mais un truc... Voilà. Et en fait, je me souviens très bien de la tronche des autres qui me regardaient et qui se disaient... Ça te ressemble, hein, parce qu'il y a ce côté un peu multicarte. On n'a quand même pas trop bien compris ce que tu faisais d'une manière un peu... Donc, le nom, on n'avait effectivement rien à voir avec le contenu. Enfin, voilà. Et donc, je suis sortie de cette commission et je me suis dit, non, mais il y a un truc. Il faut que je réfléchisse un peu plus. Voilà. Donc... J'ai l'impression d'avoir vécu la même commission miroir quand j'ai créé ma boîte. Ah ben, donc, voilà. Ouais. Donc ça fait ça sur le moment. Et en même temps, je me voyais faire. Hein, c'est-à-dire que je me disais, oui, c'est pas clair. Bon, ça, c'est pas clair. OK. Celui d'après. Oui, alors je fais ça parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc, tu as une boîte qui est couteau suisse. Est-ce que tu réussis à Madagascar à trouver des contrats ou est-ce que tu recommences à venir en France pour faire des contrats? Pas du tout. En fait, si localement. Alors, pour t'expliquer comment ça s'est passé et pourquoi Step Up existe aujourd'hui et Step Up est comme ça. En fait, ce qui s'est passé, donc, j'ai commencé aussi à chercher en parallèle du travail de salarié parce que je me voyais pas avoir de salaire. Enfin, je trouvais ça flippant, quoi. Et pourtant, on mangeait à notre faim, il n'y a pas de souci, mais je trouvais ça... on est tellement élevés dans une certaine éducation. Enfin, je pense que j'avais tout ça. Mais je me rendais compte que les contacts que j'avais, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je n'avais pas envie d'aller dans le salariat.
Et donc, il y a eu un effet de bouche à oreille. Voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et donc, on m'a donné comme contact pour faire de l'archi, par exemple. Et donc, j'ai commencé à faire un peu d'architecture, tu vois, à finir des maisons qui étaient en souffrance, des trucs à Madagascar. Voilà. Et puis, un jour, l'anecdote, elle se passe comme ça. J'envoie au lycée français de Tananarive mon CV et je discute avec le proviseur à l'époque qui est Denis Dekerle et je dis voilà, j'enseignais à l'UIT quand j'étais en France et il y a une section pro et je me dis peut-être que ça peut vous intéresser que je vienne intervenir sur la prise de parole, faire un entretien pour les gamins pour le stage, monter un CV, enfin tu vois des trucs comme ça, je trouvais que ça avait du sens. Donc je lui explique tout ça, on passe un bon moment, il me remercie et puis voilà. Et un jour il m'appelle. Ah oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans mes activités que je fais pour essayer de retrouver une vie sociale, on va dire, j'intègre une troupe de théâtre. Et en fait, j'en deviens la metteur en scène. Et on monte un spectacle qui s'appelle 8 femmes. Donc je le monte, on le répète, et on le joue au lycée français. Et on reverse toute notre recette à des œuvres de quartier qui s'occupent d'enfants, par exemple Graines de bitume, qui s'occupent d'enfants dans le quartier, tout ce qui est action de sensibilisation de lutte contre la lèpre, parce que Madagascar, voilà. Enfin voilà, donc on reverse, voilà. Donc le lycée français nous prête gracieusement la salle pour faire nos 4 représentations et collecter une jolie somme, et donc ça va aider les œuvres locales. Donc je fais ça, voilà. Et un jour, le proviseur me rappelle et me dit, voilà, j'ai envie aujourd'hui qu'on ait une communication digitale de qualité pour montrer ce qui se passe dans cet établissement auprès des parents, mais aussi entre les enseignants. Lycée francophone ou lycée français? Lycée français. Lycée français, ouais. Ok. Et je le regarde, je lui dis, attendez, on va juste remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que moi, je suis architecte. Moi, le digital, si vous voulez, la communication, c'est pas... Voilà, enfin, architecte, vous voyez, enfin, vous vous souvenez, prof, éventuellement, section pro, et voilà. Et il me dit, ah si, je pense qu'on peut faire quelque chose, on voudrait déjà faire une newsletter, juste quelque chose de... Ok. Puis comme je suis plutôt quelqu'un de challenge, je crois, je lui dis, ok, mais on fait un test. Enfin, un test, parce que voilà, c'est pas mon métier. Et puis voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'occuper de la communication du lycée français. Ok, du lycée français. Et de ça, tu as trouvé d'autres clients localement. C'est ça, en fait. Ça a fait boule de neige, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tout ça, ça avait un sens. Donc, l'archi, c'est plus mon métier, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, que Step Up, c'est la prise de parole. Sur le digital, avec des newsletters, avec les réseaux sociaux, avec cette dimension dématérialisée de la prise de parole, mais c'est quand même bien une prise de parole. Et en fait, j'aime ça. Et c'est exactement ce qu'on avait travaillé avec Rémi. Rémi, il m'avait toujours dit, donc le coach avec qui j'avais travaillé au début, il a dit, ce que tu dois faire dans la vie, c'est quelque chose que tu fais facilement, qui ne te demande pas d'effort. Et quand j'étais en fin de parcours professionnel à Belfort, tout était des portes. Ouais. Tout devenait difficile, tout, voilà. Ouais. Et donc, ça voulait dire que c'était plus ça, c'était plus... Et donc, le digital, c'est une prise de parole et puis on s'éclate et puis j'aime ça, en fait. Effectivement, j'ai pas un DESS ou un DEA ou un master, un machin en com digital ou un MBA ou non, mais tout ce c'est qu'on autodidacte. Veut. Voilà. C'est la meilleure école. Je sais pas, mais en tous les cas, je trouve ça plutôt... Voilà, donc voilà, ça marche. Et maintenant, je vais recruter la 10e personne. Donc, ils sont en freelance, ils sont salariés. Ah non, ils sont salariés. Ils sont salariés, ouais, ok. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis entrepreneur pour ça. Pour les collaborateurs, pour cette responsabilité en plus qui prend un sens encore plus important à Madagascar. Voilà. Parce que vraiment, l'action de l'entrepreneuriat et puis de l'entreprise et de l'entrepreneur, elle prend toute cette dimension. Donc voilà, donc maintenant, Step Up, c'est ça, le digital, avec cette équipe top de 10 personnes qui est vraiment top. Et après, c'est la formation, avec la formation en prise de parole en public, dans la vraie vie, quoi. Je vous épargnerai la version en anglais parce que j'ai peur de froisser quelques oreilles, y compris celle de mon mari qui est prof d'anglais, donc s'il m'entend parler en anglais, c'est mort. Voilà. Et donc là, d'un seul coup, ça a du sens. Voilà. Mais il m'a fallu quand même du temps, ça fait 8 ans, quoi, quand même, que je suis à Madagascar.
Et ouais, c'est top. Enfin, vraiment, c'est... Voilà. Donc, c'est ça l'histoire de Step Up et comment je suis arrivée là. Et il y a quelqu'un qui a vu en moi une compétence que moi, je n'avais pas vue, en fait. Et je crois que j'ai vraiment bien fait de lui faire confiance. Et puis, il a bien fait de me donner ma chance, en fait. Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert tout ça. Parce que je pense aussi que tu es ouverte d'esprit et curieuse. Tu aurais été butée. Tu t'aurais dit, bah non, non, Bah oui. non. Non, je suis archi, je vous dis. Alors T'aurais été... Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu as voulu reproduire, en reprenant un petit peu l'archi que tu avais commencé. Et puis finalement, en fait, aujourd'hui, tu fais quelque chose de différent qui est adapté au marché malgache. Oui. Donc ça a vachement de sens. Oui. Et puis alors c'est ce que je dis à tous mes recrutements, à mes entretiens de recrutement. Je dis à mes collaborateurs, je dis, moi je veux montrer. Oui, on est le 3e pays le plus pauvre au monde. Ok, c'est bon. Haïti voilà. avant. Ouais, bah, voilà. Ok, on a la peste. Ok, voilà, d'accord, on a la lèpre. Ok, c'est bon. Enfin, on va faire toute la liste des fléaux, mais on va montrer ce qu'on est capable de faire. Et qu'on n'est pas que un pays pauvre, qu'on a un très bon niveau de français, parce qu'ils ont vraiment un très bon niveau de français, et ils ont un amour aussi de la culture francophone, et donc ça se sent, tu vois. Et aussi une vraie envie de faire du boulot bien fait, enfin en tous les cas dans l'entreprise. Enfin moi je suis super fière de mon équipe, et quand je suis en France, ça me fait plaisir d'être en France, hein, c'est ma terre natale et tout ça, mais tout ça, ça me manque. Voilà. Quand je rentre chez moi, je rentre à Tana. Je rentre pas à Angers ou à Belfort ou machin. Je rentre à Tana. Tana, c'est chez moi. Voilà. Ok, c'est ancré. Ouais. Après, je sais pas où je serai chez moi dans 10 ans, hein, parce que quand Philippe m'a proposé de partir à Madagascar, si tu veux... C'est des mutations qui sont... c'est des mutations. Est-ce que c'est lui qui te demande, en fait, d'autres... Il pourrait, mais pour l'instant, on a décidé... Non, on est bien. Ouais. On se plaît, en fait. Quand tu es arrivé, donc il y a 8 ans, à Madagascar, il y a 8 ans et Madagascar aujourd'hui, est-ce que tu trouves que le pays évolue? Dans quel sens? Et ma question, elle est autant socialement, culturellement. On ne va pas parler de... ça ne sert à rien de parler de la lèpre ou quoi que ce soit, mais est-ce que le pays... Comment le pays évolue? Et notamment en termes entrepreneurialement parlant. Et en fait, je voulais aussi te demander, ok, c'est un pays pauvre, mais est-ce que tu ressens que le pays cherche à diminuer son impact environnemental, ou est-ce que la cause environnementale n'est vraiment pas une priorité? Je vais répondre déjà à la dernière question, parce que c'est celle dont je me souviens. Ouais. En fait... toute la dimension et la question environnementale, sur certains de ces aspects, hein, on est bien d'accord sur, si je te parle du quotidien, en fait, c'est de la survie. C'est cette capacité, je pense, dans tous les pays un peu pauvres ou où c'est difficile, voilà, pas tellement ce terme, où en fait, on est capable d'imaginer certaines choses pour compenser le fait qu'on n'a pas du pognon pour tout acheter tout le temps. Voilà. Tout est récupéré, tout est réutilisé. Alors après, on est noyé aussi sous des produits plastiques, sous les emballages, même si je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits à Tana, il y a déjà plus de paille en plastique depuis bien longtemps, vraiment, que par exemple, les sachets plastiques sont interdits dans les supermarchés depuis aussi bien longtemps, et au moins à minima comme en Europe ou comme en France. Mais c'est surtout que aujourd'hui, tu as des personnes qui récupèrent des pneus pour en faire des semelles de chaussures. Tu as des boîtes de conserve qui sont réutilisées pour faire des lampes à huile, puisque par exemple, Tana n'a pas l'électricité, enfin toute la ville n'est pas alimentée en électricité. Enfin voilà, il y a une vraie capacité. Et il y a un film, et le nom m'échappe, et ça c'est dommage. Il y a un film qui existe, qui retrace ça, qui montre toute cette ingéniosité, c'est ça. Et cette capacité à déjà penser économie circulaire, quoi. Enfin, on avait, toi, je pense que d'ailleurs, tu parles d'économie circulaire. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Enfin voilà, c'est un truc que les gens font naturellement. Et nous, par exemple, on est hyper vigilants, on jette rien en nourriture, je te parle.
On n'est pas dans des je te fais les courses avec un caddie comme ça qui vomit de la nourriture. Surconsommation. Parce que déjà, on n'a pas des supermarchés à l'européenne déjà, donc ça te calme tout de suite. Hein, donc voilà. Et c'est surtout que ce serait hyper mal placé. Ouais. Enfin, voilà, il y a tout ça. Il y a une vraie. Je pense que c'est pas un comportement qui est lié à une réflexion sur c'est quoi mon impact sur la planète aujourd'hui et machin. Voilà, c'est plutôt un système D parce que si j'ai pas ça, de toute façon, je m'en sors pas ou autant. Voilà, je pense que la réflexion, elle est plutôt là. Après, bien entendu, les entreprises, elles ont cette dimension de responsabilité sociétale, environnementale, comme partout. Et aujourd'hui, ça fait même partie de la responsabilité du dirigeant d'entreprise, en fait. Les cantines, parce qu'aussi, t'as des personnes qui mangent pas à leur faim. Voilà, et que même si les salaires sont décents dans certaines usines et dans certaines entreprises, c'est pas forcément facile. Et donc, tu mets une cantine comme ça, tu participes. Nous, au bureau, on est en train de voir pour justement... Il n'y a pas de ticket resto, par exemple, ça n'existe pas les tickets restaurants. Mais on se dit, pourquoi pas voir... Parce que je dis parce qu'on est coloc, j'ai un coloc avec moi. Pourquoi pas mettre en place un système de menu avec une cuisinière qui viendrait et puis nous, on paierait une partie de ce repas par collaborateur et puis eux, ils abonderaient, enfin, ils mettraient au bout. Une autre personne avec laquelle je travaille sur un autre domaine, moi, je lui ai expliqué ce que c'était que l'abondement. C'était quelque chose qui existait en France. Parce qu'en fait, très peu de malgaches sont bancarisés. Donc, quand tu payes les salaires, tu te retrouves avec des paquets de liasses de billets. C'est hyper dangereux. C'est aussi pour ça que tu as tout un tas de systèmes de paiement par téléphone. Mais ça ne date pas de ce qui est sorti en Europe. En Afrique, c'est un moyen de sécuriser aussi les populations. Parce que quand tu te fais payer ton salaire... En liasse de billets, t'as pas de coffre chez toi, puis si t'es pas bancarisé, tu fais quoi de l'argent? Donc tu te fais voler, tu te fais agresser. Enfin, c'est des contextes sociaux qui sont vraiment particuliers que j'imaginais même pas. Hein. Enfin, moi, quand je suis arrivée, tu me demandais comment c'était passé en arrivant, mais moi j'ai découvert un autre monde. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis beaucoup plus. Tu parlais de respect, respectueuse ou tolérante ou ouverte ou je sais pas, enfin quel que soit le nom. C'est qu'aussi à un moment donné, moi j'ai découvert que mon petit nombril d'européenne, mais je suis hyper privilégiée. Moi, je me pose pas la question de manger tous les jours, je me pose pas la question d'un toit sur ma tête. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même les fondamentaux, voilà. Et donc, on paye avec son téléphone. Parce que ça t'évite d'avoir des liasses de billets sur toi. En fait, vous êtes, quand je dis vous, c'est malgache, donc je t'inclus. Oui, merci. Vous vous êtes réinventé... pas par souci environnemental, mais en fait par question de survie. Oui. Oui. En fait, ça me fait penser, tu parlais du côté nombriliste, j'ai vécu, c'était une jolie leçon, mais qui a été très bien pendant mon voyage. J'arrive au Brésil et j'étais pourtant chez des amis. Et en fait, j'hallucinais, on me distribuait, alors j'avais acheté quelques fruits. J'avais quand même un sac et on me donne 10 sacs en plastique. Et donc je réponds, je dis non, mais moi j'ai pas besoin de sac, j'ai déjà le mien. Et ma copine me dit non, vas-y, prends. Et elle prend les 10 sacs en plastique qu'elle planque. Et puis on marche toutes les deux. Puis je lui dis écoute, il va falloir que tu m'expliques quelque chose. Je dis pourquoi les Brésiliens vous vous sentez pas concerné par la déforestation, pourquoi vous luttez pas contre tout ce qui se passe en Amazonie, c'est le poumon du monde, pourquoi vous prenez autant de sacs en plastique? Et là c'était très beau, c'était un beau moment. Elle me regarde avec toute son amitié parce que c'est une de mes amies et elle me dit mais tu sais en fait on n'a juste pas les mêmes priorités. Elle dit en fait l'environnement, elle dit c'est on est entouré de forêts, après c'est à l'échelle du Brésil, on ne compare pas avec Madagascar, mais elle me disait, nous, notre priorité quotidienne, c'est de savoir ce qu'on va bouffer à la fin de la semaine et à la fin du mois. Et elle disait, vous avez les moyens et l'occasion, quand vous rentrez chez vous, de vous dire, bon, demain, peut-être que je vais me laver avec un peu moins d'eau, etc. Elle dit, mais nous, en fait... on pense surtout à se dire qu'est-ce que je vais manger à la fin du mois, est-ce que je vais finir le mois
Et ce jour-là, j'ai souri en disant mais bien sûr, en fait, je pense en tant que Française, parce que je suis une privilégiée aussi, et qu'en fait, non, l'environnement, c'est pas qu'il s'en désintéresse, c'est qu'en fait, la priorité, c'est la survie, quoi. C'est ça. Et donc ça me fait beaucoup penser à ça, mais j'ai pas eu l'impression, en tout cas là où je me suis promenée, j'ai pas eu l'impression que c'était vraiment, il y avait, tu sais, ce côté on se réinvente. Il y avait jamais vu autant de déchets plastiques, etc. Alors ils les accumulent pour essayer potentiellement d'en vendre aussi à certains endroits. Mais il n'y a pas ce système D finalement qu'on pourrait presque comparer en période de guerre, où en fait les gens se réinventent en disant ok, j'ai pas ça. Moi, mon grand-père créait des machines à rouler le tabac il a tout créé de ses propres mains. Il a créé des scies, des machins, il était très ingénieux parce qu'en fait en période de guerre, t'as rien. Et donc tu te réinventes. Donc ouais, Madagascar, ce serait plutôt, c'est pas un désintérêt environnemental, c'est plutôt on se réinvente par souci de survie, est-ce qu'on peut dire ça? Ok. Et je pense qu'on n'est pas désintéressé de ce qui se passe par rapport à la planète, parce qu'on se rend bien compte. Avant, Madagascar, c'était l'île verte, maintenant c'est l'île rouge. L'île rouge, ouais. Parce qu'en fait, il y a une déforestation importante. Pourquoi? Parce que les Malgaches cuisinent encore beaucoup au charbon. Donc pour faire du charbon, ils mettent le feu, pour pouvoir, mais sauf qu'ils ne savent pas le contrôler, donc ça vient raser des hectares de forêt. Ok. Donc il y a quand même des consciences et des actions de replanter des arbres. Tu vois, il y a des ONG, il y a des actions. Enfin, de plus en plus, il y a une vraie sensibilisation. Je pense que c'est les deux, tu vois. Et puis après, ça dépend effectivement du niveau de l'entreprise, du niveau de l'individu, de sa sensibilité. Moi, je pense que ça, c'est comme partout. Mais moi, il y a des fois ici, quand je vois... Enfin, moi, je bois l'eau du robinet en France. Normalement, je devrais pouvoir la boire on est privilégié, hein. À Tana, quoi. Mais je la bois pas parce que des fois, elle est pas orange comme ton pull, mais on n'en est pas loin, quoi. Donc, si tu veux, sur le moment, c'est pas très... Et t'as des Malgaches, ils ont pas l'eau chez eux. Ils viennent à la fontaine avec des bidons. Voilà. Et il n'y a pas de machine à laver. On va au lavoir. Et donc, il y a des lavandières, je dirais. Voilà. Donc, c'est le job. Des fois, il y a un gap. Et pourtant, tout le monde a un smartphone aussi. Il y a des gaps, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est comme si on avait franchi des ponts à un moment donné technologiques. Et heureusement, parce que vu Tana, c'est 1300 mètres d'altitude. Hein, donc donc vous êtes à 1300 mètres. Ouais, okay. Donc s'il fallait enterrer les lignes téléphoniques, laisse tomber. Donc ça veut dire que l'arrivée du réseau 3G et tout ça, ça a permis de faire que le téléphone soit très répandu, sans avoir besoin de tirer des lignes partout dans tous les sens et de faire des réseaux. Mais il y a des métiers oubliés en France qui aujourd'hui existent encore à Madagascar, qui reviendront peut-être d'ailleurs en France. Comme quoi? Je sais pas. Enfin, tu vas me dire les laveuses, laveuse ou lavandière. Par exemple, les coursiers, tu vois, je pense qu'en blanchisseuses. Blanchisseuses, t'as raison. Les coursiers, c'est quelque chose qui est très très utile parce que, en fait, il faut imaginer que les rues sont dimensionnées à l'époque de la colonie et qu'aujourd'hui, comme tout est défoncé, alors ça s'améliore énormément, hein, l'infrastructure, comme tout est défoncé, il y a beaucoup de 4x4 et là, le vrai 4x4, il est utile à Tana. Hein, c'est comme à Paris, voilà. Hein, je m'excuse, mais pour ceux qui ont un 4x4, je suis désolée, mais nous, on en a besoin. C'est pareil. Parce qu'on a quand même des trous tous les 10 mètres, quoi. Donc, des trous, des fois avec de l'eau, parce qu'on est en saison des pluies, donc l'eau monte, c'est un truc de malade. Et en fait, pourquoi je disais cette bêtise, je ne me souviens plus. Maintenant, j'ai perdu le fil. Et donc, en fait, oui, les coursiers, c'est hyper pratique parce qu'en fait, moi, des fois, je suis coincée 4 heures dans les embouteillages. Alors, moi, j'ai pas de 4x4. Moi, je roule avec un chauffeur qui est le même chauffeur depuis 8 ans. C'est un chauffeur de taxi. Donc, j'ai eu la chance de rouler en 309. J'ai eu la chance de rouler en 405 parce qu'on est monté en gamme. Et là, maintenant, je roule dans un truc dont je ne sais même pas ce que c'est. C'est un break. Voilà, mais c'est bien, c'est sympa. Voilà. Et donc, on fait notre vie. Voilà. Mais tout ça pour dire que les coursiers, c'est hyper pratique parce qu'en fait, ça nous fait gagner un temps de malade. Tu m'étonnes. Parce que si pour aller déposer la moindre facture ou le moindre chèque ou le moindre truc, il fallait que j'aille moi-même... déposer, si je passe ma vie dans les transports, quoi. Par contre, c'est pollué, je vous parle pas de peau catalytique, hein, parce que bon, le parc automobile, c'est des 4L, des 2 chevaux, tous les passionnés des voitures. Ils récupèrent toutes les voitures qui sont en circulation. Donc je peux te dire que j'ai pas la clim non plus, donc des fois c'est un peu chaud.
dans tous les sens du terme. Mais voilà. Comment tu vois... Alors, j'ai pas envie de te poser la question où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans, parce que je trouve que c'est une question qui est horrible et qui est flippante. Oui, puis je sais pas en fait. Il y a 8 ans, 5 mois, je savais même pas que je serais à Madagascar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise où je serais dans 10 ans? Et en plus, je n'aime pas cette question parce que je m'aperçois que même si c'est très entrepreneurial de dire ouais, dans ta vision à 5 à 10 ans, peu importe, en fait, je trouve qu'en fait, à force de te projeter, t'es jamais dans l'instant présent. Donc, j'ai pas envie de te poser la question pour toi. Mais qu'est-ce que tu aurais envie de voir à Madagascar, ou en tout cas à Tana, ou dans ton environnement et dans ton quotidien? Qu'est-ce qui pourrait faire que, entrepreneurialement parlant par exemple, qu'est-ce qui pourrait évoluer? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire en fait dans les prochaines années pour Tana Alors, 2 choses qui me viennent comme ça, là, hop, spontanément à l'esprit. Et puis après, je me mets à réfléchir. Je me dis oui, mais non. Ouais, bon, bref, alors, la première chose, c'est de dire, en fait, sur l'océan Indien, vous qui connaissez bien votre géographie, toi qui connais bien ta géographie, moi je ne connaissais pas trop. C'est à côté de New York. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, on a les Seychelles, l'île Maurice, l'île de la Réunion, Mayotte, les Comores et Madagascar, globalement. Et puis après, l'Afrique du Sud et tout ça. Et en fait... Quand j'ai créé le CJD Madagascar, en 2014, on a organisé ce qu'on appelle un forum formation. Oui, je me souviens de ça. Voilà. Premier forum formation presque international, en fait. Et en fait, est né quasiment simultanément, renaissait le CJD Île de la Réunion, est né le CJD Mayotte, le CJD Île Maurice et les Comores, mais à l'époque, les Comores n'existaient pas encore. Et donc, en fait, on a organisé un événement... 40 chefs d'entreprise à Tana, issus de ces 4 îles différentes. Et en fait, ils ne se connaissaient pas. Ils sont à 1h30 d'avion des uns des autres. Ils sont sur la même région, parce que c'est presque une région. Bien sûr. Et en fait, ils ne se connaissaient pas. Les Réunionnais, je me souviens d'un JD qui disait mais j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça, j'étais jamais venu. Et je me dis, mais c'est dommage. Et des Mahorais disaient, mais on pensait pas qu'en fait, les Réunionnais, ils étaient comme ça, on imaginait qu'ils étaient comme ça. Il y avait des projections sur des îles qui sont les unes à côté des autres. Donc, ce que je pourrais imaginer ou ce que j'aimerais, c'est que les liens se renforcent encore plus entre ces territoires parce qu'on est quand même de la même région, qu'on a effectivement des identités différentes, des géographies différentes, des cultures différentes, mais je suis sûre que tout ça pourra encore faire grandir encore plus cette région. Donc ça, ce serait cette première chose. Et puis l'autre chose, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui découvrent ce pays qui est magnifique, même si ça me fait peur aussi, parce que les personnes ne sont pas toujours respectueuses de là où elles vont, et qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir une population, une biodiversité endémique, avec des races et des espèces, des lémuriens, mais c'est extraordinaire. Des baobabs, enfin des trucs que moi j'avais jamais vus. Et puis les lémuriens, mais c'est passionnant. Et puis à chaque fois, faut aimer après, hein, faut aimer crapahuter, faut aimer marcher, aimer les animaux, aimer la nature, aimer la terre, faut avoir cette dimension-là. Sinon, faut pas venir à Madagascar. Faut aimer aussi les moustiques. Parce qu'il y en a quand même. Faut aimer des fois dormir dans des trucs qui sont pas, qui sont clean, mais qui sont pas classe. Il y a des super hôtels de luxe aussi, hein. Mais il y a aussi quand même une grande majorité où tu as le minimum syndical. Voilà, mais ça suffit en fait. Et c'est ça, moi en fait, ce qui m'a fait grandir. Et je remercie vraiment Philippe et puis Madagascar pour ça. Parce qu'en fait, moi je pensais que j'étais une petite bourgeoise qui n'était pas capable de s'adapter, qui avait besoin de son petit confort, sa petite eau chaude, son petit machin, son petit truc. Puis en fait, je me suis rendu compte que y a des fois, quand tu pars en 4x4 pendant 15 jours dans la brousse, tu te retrouves avec tes roues pleines de latérite parce que la terre est pleine d'eau et qu'il y a eu 3 jours de pluie et que le 4x4 il part en crabe et qu'il fait nuit et que tu risques de te retrouver chez l'habitant et qu'ils n'ont pas l'électricité et qu'il n'y a pas d'eau et que tu n'as peut-être pas te laver. C'est pas grave, hein. Parce qu'en fait, il y a tout un tas d'autres choses à côté. Agilité. Et voilà, qui font qu'en fait, tu profites quand même de ce moment-là.
Parce qu'en fait, oui, bon, bah, d'accord, faut se laver. Ok, oui, faut se brosser les dents. Oui, d'accord, ok, on m'a appris qu'il fallait faire ça. Mais en fait... 4 jours. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme. Et voilà. Et même nous, à la maison, hein, nous, on a eu toute une période, on n'avait pas d'eau le matin quand on se levait. Tu te lèves à 5h du mat, tu as une journée de boulot qui t'attend et tu ne peux pas te laver. Tu ne peux pas te laver à l'eau du robinet. Donc, je me souviens... Donc, tu vas à la fontaine. Bah, alors, tu vas pas à la fontaine, mais tu récupères des bouteilles d'eau que tu as remplies avant et tu fais comme ta maman, elle faisait quand tu étais petite et que tu allais dans la maison. Voilà, moi, c'est comme ça quand j'étais toute petite à la casserole. Puis après, tu remontes avec ta tasse, ton machin, tu fais ton mélange qui est des fois un peu trop chaud, des fois un peu trop froid, puis tu fais du mieux que tu peux. Bon, bah, tu gueules la première fois, puis tu gueules la deuxième fois, puis la troisième fois, tu dis, bon, bah, c'est pas grave. Je sais faire, je vais faire. Donc, il y a ça. Enfin, il y a plein de petits trucs. D'ailleurs, je ne saurais même plus, tu vois, ou même l'électricité. De la coupure de courant. Bah, tu prends des bougies. Bah, voilà. Puis tu passes d'un truc à une soirée romantique. C'était pas prévu. Et oui, comment faire d'une contrainte une opportunité? Tu es belle, c'est la bougie. C'est ça. Par contre, il vaut mieux s'être lavé avant. Ça, c'est la contrainte quand même. Voilà. Mais voilà, enfin, et après, qu'est-ce que c'est, quoi? Enfin, voilà. C'est rien, c'est que du matériel et c'est juste un moment dans la journée où il faut... Alors oui, des fois ça te met en rogne, puis des fois tu l'acceptes plus facilement qu'une... Mais bon, bah, c'est pas grave. Enfin, moi, je crois que j'ai appris aussi beaucoup à relativiser, en fait. Ouais, une prise de hauteur et, voilà. Et un détachement. Voilà. Hein. Et qu'est-ce que tu apprécies quand il y a de l'eau chaude le matin au robinet? Tu te dis « Ah, c'est merveilleux !» Voilà, c'est ça, t'apprends aussi à... Voilà, c'est quoi tes priorités? C'est ce que tu disais. Les petits plaisirs de la vie. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça que ça a changé chez moi. Je dis pas que j'apprécie pas le confort aujourd'hui, tu vois, d'un endroit sympa, voilà, mais je pense que c'est une question d'équilibre. Voilà. Et que des fois c'est bien parce que ça te rappelle juste où tu es exactement. À ta juste place. À juste place, ouais. Ça fait du bien des fois. Je te remets, clic, allez, petite claque du matin, cling, cling, allez. Voilà. Oublie pas. Voilà, hein. c'est ça. Ok. Donc, je sais que tu dois bientôt nous quitter. Est-ce que tu aurais envie de, pour terminer cette interview, soit de partager soit une anecdote ou de partager quelque chose. J'ai pas envie de terminer l'interview par un coup de gueule parce que je trouve pas ça très positif. Bon, puis j'en ai pas en fait. Mais plutôt par je sais pas, quelque chose de positif, d'encourageant, ou quelque chose à nous communiquer. Ou je sais que tu as un super programme pour le mois d'avril. Avec des super intervenants. Dont toi. Mais est-ce que... en plus, ça va bientôt arriver pour la fin de ton mandat, dans quelques mois. Ouais. Voilà. Comment tu vois la fin de ce mandat? Comment tu te sens là à la fin de cette interview? Je te laisse la parole. Si tu as quelque chose à communiquer. Est-ce que tu as juste envie de me dire j'ai juste envie d'un bon verre de vin et de manger, je sais pas... Alors, ça fait beaucoup de questions. J'ouvre, voilà. C'est l'ouverture. Le couteau suisse. Voilà, couteau suisse, oui. Alors, je vais sortir de la lame scie. Non, alors sérieusement, je trouvais que c'est passé super vite, carrément. Voilà, donc déjà le premier... Plus d'une une heure et quart. Bon, une heure et quart. Donc déjà, merci pour ce moment, parce que je trouve ça chouette. De prendre le temps et de partager ça ensemble. Donc ça, déjà, merci. Oui, bah, juste l'événement quand même, j'en parle un petit peu. Donc effectivement, le 3 avril, c'est le premier événement qu'on fait pour le CJD international. Ouais. Voilà, c'est à Bruxelles. C'est une première. C'est une première. Et en fait, ça va rejoindre le message que tu me disais si éventuellement je voulais faire passer quelque chose ou si je voulais dire quelque chose pour conclure. En fait, cette journée, on l'a fait, le bureau et moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit là juste avant, c'est simplement de dire que quand je suis capable de sortir de ma zone de confort géographique, que je suis capable d'aller à la rencontre de l'autre, comme toi tu l'as fait aussi, et c'est d'ailleurs pour ça que tu seras avec nous, et merci. le 3 avril, je grandis plus vite. Mais je grandis pas avec le jugement de dire je suis une meilleure personne, c'est pas ça du tout ce que je veux dire. C'est juste dire que
ah bah tiens, l'autre, cette question ou cette solution, machin, il la voit pas du tout de la même façon que moi. Et peut-être que, tiens, bah, la fois prochaine, ça pourrait me servir. Et que même si j'ai des stéréotypes dans la tête, ou si on m'a élevé avec une certaine manière, une certaine vision, ou, enfin, je sais pas, voilà, sans jugement, hein, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'en fait, quand on est OK pour s'ouvrir à l'autre et aller à la rencontre de l'autre dans le sens, bah, tel qu'il est, avec aussi ses aspects positifs, et voilà, bah, en fait, je trouve que ça ouvre le champ des possibles, ça t'ouvre le cerveau, ça t'ouvre les idées, ça t'ouvre le cœur. Enfin, c'est la même chose que de faire un tour du monde. C'est une ouverture sur le monde. Voilà, c'est ça. Et moi, je l'ai fait, j'ai juste fait un bond de 10 000 km. Alors après, la chance que j'ai avec le CJD International, c'est que je suis allée en Algérie, je suis allée au Québec, je suis allée à Prague, je vais en Belgique... Et les territoires, tu vois, enfin, tu prends France-Belgique, c'est juste à côté, enfin, c'est pas compliqué. Ben ouais, mais déjà, rien que ça, ça change quelque chose. Alors, quand tu fais un bond de 10 000 ou quand c'est pas la même culture, pas la même langue, pas les mêmes, enfin, moi, je trouve ça, enfin... C'est tellement enrichissant. C'est ça. Faut se bouger, en fait. Et faut accepter. Faut accepter l'autre aussi. Oui. Puis aller vers lui. Ouais. Ben, ça va être un super événement. Et c'est très chouette que le CJD International ait lancé cette première initiative parce que c'est un... Je ne parle pas du fait d'intervenir, mais la thématique est vraiment d'actualité. Et aller à la rencontre de l'autre, je trouve que c'est la base en fait. On l'oublie beaucoup, mais c'est quand même la base. Et puis ça marche. Mais il faut y croire en fait. Ouais. C'est juste ça. Voilà, je pense que ça marche. Juste y croire. Voilà. Et avoir envie. Et avoir envie. Ouais. Ok. Moi, je vois bien, enfin, juste pour terminer, que je ne pourrais pas avoir un management à l'européenne à Madagascar, tu peux pas. Mais voilà, c'est ça aussi. Et puis accepter d'être invité aussi. C'est presque une forme de respect. Ouais. Voilà. Quand tu vas quelque part et que c'est pas chez toi, et à la limite, on est même invité partout, on est même invité sur cette terre d'ailleurs. Oui, même en France. Voilà. On est invité sur la terre de manière globale. Donc, voilà, se rappeler qu'on est juste des invités et faire du mieux qu'on peut, comme au CJD pendant 2 ans. Ouais. Voilà. Puis après, tu fais du mieux que tu peux, puis après... Donc, voilà. Merci Ingrid pour ce très chouette moment. Merci à toi. Je vais couper le micro, puis nous allons trinquer même très rapidement. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur les applications que vous connaissez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions à poser à Ingrid, vous pouvez les poster sur le site d'Aventure Humaine ou sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Je vous embrasse. Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslesstudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!